pensez vos personnages comme enfants de Dracula. Est-ce que vous avez voulu garder des choses d'une tradition vampirique qui remonte en fait bien au-delà de Bram Stoker, mais voilà, est-ce que vous avez ce modèle-là en tête? Ou est-ce que vous les avez vus comme des contributions personnelles, nouvelles à la littérature vampirique? Ce qu'on retrouve régulièrement dans ces romances, tout ce qu'on dit sur les vampires, en fait, c'est pas si vrai que ça. Nous, les personnages qui connaissons vraiment les vampires, on voit que ça se passe pas comme ça. Bon, il y a d'abord Queen Betsy, qui est aussi éloignée que possible de l'image canonique du vampire charismatique et sombre. Well, what happened was every time I went to the romance section for a vampire romance, it was always the same vampire. He was always and he was always 800 years old and some kind of English or Scottish lord who just happened to be living in America, slumming, I guess. And he liked to spend his time skulking in dark alleys, and I must hide myself from humanity for the, oh, shut up. I couldn't relate to a vampire like that, and I wanted to know where are the plumber vampires and the secretary vampires, and the vampires who have to go leave their homes and work. I mean, I know you don't have to eat, but lights are nice sometimes. And from all of that, Betsy was born. She obviously, she can gargle holy water like it was Listerine, and she doesn't skulk in dark alleys, and like these ancient Scottish lord vampires, she doesn't piss and moan about what a burden it is to be eternally rich, gorgeous, and hung. And the first thing she does when she realizes she's back from the grave is she goes and finds her mom. That's what I do, because if my mom found out I was back from the grave and didn't tell her, she'd kill me all over again. But Betsy's a vampire I can relate to, and that's really where she came from. Alors chaque fois que je cherchais des livres sur les vampires et des livres dans la catégorie romantique, si vous voulez, de vampires, il était toujours question d'un homme qui avait au moins 800 ans et qui était un Britannique ou un Écossais et qui émigrait aux États-Unis et qui passait son temps dans les rebelles sombres à se cacher et à fuir l'humanité. Et donc ça, c'était vraiment pas moi, ça ne correspondait pas à ma personnalité, à qui j'étais. Moi, je cherchais des vampires qui étaient des plombiers ou des secrétaires, des vampires qui étaient à la recherche d'un travail, parce que même s'ils n'ont pas besoin de manger, ils ont parfois besoin d'électricité pour s'éclairer. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de Betsy. Et Betsy, c'est un vampire qui peut utiliser de l'eau bénite comme rince-bouche sans aucun souci, donc il va à l'encontre des codes vampiriques. Et c'est un vampire qui ne se plaint jamais, qui ne se plaint pas de son sort. Elle est riche, belle et bien foutue, donc au contraire de ces vampires qui ne parlent jamais de ces aspects-là de leur vie. Et je me demandais ce que ferait le nouveau vampire, la nouvelle vampire, en se réveillant, en revenant du monde des morts. Et bien, pour moi, c'était je chercherai ma mère. Donc c'est pour ça que Betsy va chercher sa mère, et c'est comme ça que m'est venue donc l'idée de Betsy. Les autres, Fabien? Moi, il n'y a pas une référence directe à Dracula, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas lu. Je suis désolé. Parce que ça m'a jamais vraiment attiré non plus, effectivement, le lord qui se retire dans son château, qui s'entoure de brume, qui prend l'air mystérieux. Du coup, à chaque fois, dans les deux tentatives qui sont très différentes, j'ai voulu essayer de tirer du côté qui m'intéressait. Dans Homo Vampiris, c'est l'aspect science-fiction, justement, qui m'a intéressé, puisque le vampire comme créature fantastique, à mon avis, marche plus tellement maintenant, c'est-à-dire on y est habitué, et on ne peut pas passer tout un roman à se dire est-ce que c'est vraiment un vampire ou pas, je pense que ça ne tient plus. Du coup, on va l'attirer soit du côté de la fantasy, en disant c'est magique, c'est comme ça, soit du côté de la science-fiction. Et donc moi j'ai fait les deux possibilités, donc soit en me donnant une explication pseudo-scientifique à l'existence du vampire, et là du coup le vampire, par un renversement, au lieu d'être chasseur, devient chassé,
puisque comme vous l'avez dit, c'est dans une terre, en gros, je ne sais plus combien de temps d'ailleurs, 2050 je crois. Ça, c'est Je ne vais pas te donner de date de façon exacte. Et l'idée, c'est qu'on voit dans le vampire une possibilité d'améliorer l'humain pour résister justement à ces changements climatiques. Et donc il y a tous les scientifiques qui courent après les vampires pour essayer de leur piquer de l'ADN et voir ce qu'ils peuvent en faire. Et en même temps, les religions voient dans le vampire un symptôme de l'apocalypse à venir, et selon eux, il faut les éliminer. Donc ils sont poursuivis des deux côtés par la science et la religion en même temps. Pour le miroir au vampire, c'est exactement l'inverse. J'ai tiré complètement du côté de la fantaisie. Ce ne sont pas des non-morts, etc. Ce sont vraiment des créatures à part. Et là... Ils viennent d'un autre monde. Voilà, ils viennent carrément d'un autre monde. Et je suis parti, moi, sur le côté des dents qui, quand même, fait penser au serpent, avec tout l'aspect du mal qu'on peut avoir dans le christianisme qui est associé. Voilà. Et donc, je leur ai donné un aspect vraiment ophidien, et les différentes races de vampires qui existent à l'intérieur sont fondées là-dessus. Et finalement, le seul rapport direct avec Dracula, c'est la forme du miroir au vampire, effectivement, qui est une forme épistolaire, et qui reprend un peu les différents points de vue. Mais sincèrement, j'y ai pensé après. Moi, c'est quand on m'a posé la question, alors, est-ce que c'est un hommage à Bram Stoker? J'ai dit bien sûr. Et après, je me suis dit, je pourrais le ressortir à des tables rondes comme ça, mais c'était pas vraiment fait exprès, parce que ça m'arrangeait et que j'avais pas encore fait en plus de romans épistolaires. Voilà. Et que ça rentrait bien dans le cadre de la Beat-Lit, où justement, souvent, c'est une héroïne qui expose ses problèmes à la première personne. Voilà. Jacques Ferrand-Darcier, le Homo Vampiris rappelle Rouge Flamenco, où il y avait aussi cette histoire de transfert de sang entre humains et vampires, mais dans le dernier Vampire, vous êtes revenu à une figure peut-être plus classique justement de vieux vampires, et puis très, très, très romanesque, avec une histoire d'amour complexe avec une humaine. Donc ça correspond effectivement à votre... Alors en fait c'était assez volontaire, donc effectivement les deux premiers romans, Rouge Flamenco et La déesse écarlate, que j'ai écrits dans les années 90, d'abord j'avais voulu mettre en place des vampires femmes, puisque ça avait été relativement peu fait, donc j'étais un peu un clin d'œil à Sheridan Le Fanu, hein, donc l'héroïne de Rouge Flamenco s'appelle Carmilla, comme le roman de Sheridan Le Fanu, et j'avais voulu indépendamment incruster dans le mythe du vampire d'autres mythes. Donc le premier livre, Rouge Flamenco, c'est l'histoire d'une danseuse de flamenco vampire, donc c'est clairement un clin d'œil à l'opéra de Bizet et au Carmen de Mérimée, de Prosper Mérimée. Donc il y a des scènes qui se passent dans un bordel à Alger, mais la femme vampire est emmenée à Séville, où elle devient une reine du flamenco. Donc on est vraiment dans un détournement du mythe sur le mythe de la femme fatale et du flamenco. Le deuxième livre, La déesse écarlate, je suis partie sur les grands mythes hindouistes, tout simplement parce que dans mon premier livre, il y avait la maîtresse de Carmilla était une femme d'origine indienne que j'avais appelée Mara. Bon. Et en fait, les gitans, je me suis dit, tiens, les gitans, ça me fait penser à l'Inde, donc par association d'idées, j'ai voulu utiliser mon personnage de Mara et la positionner en Inde. Et en fait, en lisant un dictionnaire de l'hindouisme, je me suis rendu compte que Mara, c'était en sanskrit, ça voulait dire le boucher et le tueur, et c'était le nom du prince des démons, qui est donc l'adversaire de Bouddha dans les grands mythes hindouistes. Alors les grands mythes hindouistes, ça a l'air extrêmement savant comme ça, mais en fait quand on lit ça au second degré comme un occidental, en fait c'est comme des bandes dessinées comme Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est extrêmement sanglant, c'est extrêmement poétique, c'est extrêmement drôle, avec des animaux qui perdent leur tête, donc on remplace la tête de l'humain par une tête d'éléphant ou l'inverse. Enfin, c'est vraiment très très marrant. Et donc je me suis dit, mon personnage de Mara, ma déesse des vampires, ça va être l'équivalent de Kali, qui est donc la déesse de la mort et des charniers dans les mythes hindouistes. On la représente avec une couronne de crâne et une ceinture d'os. Enfin voilà, on peut beaucoup s'amuser avec ça. Donc je me suis beaucoup amusée à me positionner dans les mythes hindouistes et puis à me promener aussi dans le temps à travers l'Inde. Voilà.
Alors, j'ai fait ces 2 livres-là, ça m'a pris environ 5 ans, je les ai fait à la file. J'avais annoncé un 3e livre, je voulais faire une trilogie. Et puis au bout de 5 ans, j'en avais ras-le-bol d'une morsure, quoi. Bon, le regard fatal, le regard de braise, comment il l'a mordu, comment il va la mordre, je ne pouvais plus. Donc vraiment, je l'avais soupé des vampires et des mythes sanglants. Et donc j'ai fait des romans noirs pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, bon, je me suis dit, je vais quand même m'y remettre. Et comme j'aime bien détourner soit des mythes, soit des périodes historiques, en fait, pourquoi? Tout simplement parce que le vampire, il est immortel, donc il a une mémoire, donc on peut jouer sur sa mémoire pour avoir des livres qui se déroulent un peu comme des clips vidéo, avec des scènes qui se passent maintenant et des scènes qui se passent dans le temps passé. On remonte dans le temps, en suivant la mémoire du vampire, on découvre qui il est, je trouve ça très amusant. Et donc là, à un moment, j'ai commencé à lire des choses sur la Révolution française, et là je me suis dit, c'est incroyable, c'est une tragédie la Révolution française, quoi. C'est des gens qui ont voulu construire le pays, qui ont voulu édifier la nation moderne sur les bases de l'Ancien Régime. Ils sont tous décapités les uns après les autres, comme ça. Donc c'est incroyablement tragique, c'est une pièce de Racine. Et là je me suis dit, mon vampire, il va venir de la Révolution française. Voilà, alors je voulais à la fois avoir un vampire masculin, et puis en même temps revenir beaucoup plus dans l'esprit de Bram Stoker, effectivement. Donc, mon vampire n'est pas Dracula, mais c'est un personnage qui effectivement est beaucoup plus construit dans une approche classique du vampire. Donc on le voit opposé à un groupe de flics de la brigade criminelle dans les temps modernes, aujourd'hui. Groupe de flics qui s'interrogent sur les motivations d'un tueur en série un peu particulier qui ne tue que des spécialistes des maladies sanguines, ce qui les intrigue un peu, d'autant que les morts ont une blessure à la gorge, qu'il n'y a pas de traces biologiques sur les scènes de crime. Donc il y a un des flics qui est plus allumé que les autres, qui a vu tous les romans de vampires, a vu tous les films de la Hammer. Donc, il dit c'est un vampire, les autres me disent non, t'es cinglé. Enfin, Il l'appelle Vlad. Voilà, je m'appelle Vlad. Donc de proche en proche, en lisant Bram Stoker, ils arrivent à remonter la piste de ce vampire et on découvre qu'effectivement, ça a été un avocat bordelais, qu'il était membre du mouvement girondin à Bordeaux, qu'il a été élu député à la Convention et transformé en vampire dans un bordel au Palais Royal, en pleine terreur, au moment de la chute du mouvement girondin. Donc il y a à la fois une partie historique, il y a une partie politique aussi, puisqu'il y a des allers-retours entre l'époque actuelle et l'époque de la Révolution française. Et on est beaucoup plus effectivement dans une tradition vampirique classique, proche de Bram Stoker, avec clin d'œil à plusieurs reprises à Dracula. Et alors, Marie Dracula, pas tellement, hein. C'est Alors, plutôt, mon c'est premier plutôt truc, Hulk, Maëve. Ouais. J'ai en fait jamais réfléchi le vampire, mon vampire comparé, on va dire par rapport à un autre vampire. J'avais en fait surtout envie pour Maëve, il lui fallait un côté maudit, et pour elle ça va être le vampire, il lui fallait quelque chose qu'elle diabolise, qu'elle voit vraiment comme quelque chose de très négatif. Et à partir de ça, vu que je l'ai quand même écrite après Twilight, j'étais partie sur des vampires, il fallait qu'elle soit en partie vampire. Et après, comment ils sont construits chez moi, j'aime pas les clichés. Donc tout ce qui est eau bénite, tout ce qui est soleil, c'était pas comme ça que je me représentais le vampire. J'avais pas beaucoup d'expérience non plus. Comme Fabien, je n'ai jamais lu Dracula, je sais. Et j'ai surtout vu Buffy. Et ce qui me plaisait dans Buffy, c'était, on va dire, pas Angel qui passait son temps à se plaindre, comme disait Marie Janice, je vis éternellement. Bon, un vampire avec une âme, ça me parlait pas beaucoup. Je préférais Spike qui faisait des choses bien, mais qui s'en plaignait après. Et c'est plutôt comme ça que j'ai construit mon vampire, en fait. Ils résistent au soleil. Ils peuvent aussi se gargariser avec l'eau bénite, même s'ils ne l'ont pas, sont pas encore testés. C'était plutôt ça. C'était le côté malédiction et noir qu'on a tous en chacun de nous, mais en mettant un nom dessus.